Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce cinquième cours de la MP2C sur les CAV et j'ai le plaisir et l'honneur d'avoir avec moi deux grands noms de la cardiologie pédiatrique, le docteur Xavier Hiriart, qui est un expert en cardiologie pédiatrique à Bordeaux, qui nous fait le plaisir de bien vouloir animer ce cours sur les CAV. Et j'ai avec moi aussi mon ami Drissi Boumzbra, qui est professeur de chirurgie cardiaque et vasculaire. Il est aussi au service de chirurgie cardiovasculaire au CHU de Marrakech. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue Xavier. Merci, bonsoir Voilà, à je toutes sais et pas à tous. un mot avant qu'on commence. Xavier et Drissi. Écoute, merci. Xavier. Oui, je voulais d'abord saluer tous les participants à ton webinaire, Saïd, et te remercier bien sûr de cette invitation. Je suis très heureux, très honoré que tu m'aies invité à parler du CAV aujourd'hui, un sujet assez complexe qu'on va dérouler ensemble sur 60 ou 90 minutes. Merci beaucoup, Drissi. Merci, cher ami, de cette invitation. Et à mon tour, Plaisir. je tiens à souhaiter la bienvenue à mes collègues qui se sont inscrits pour ce webinaire. Je suis sûr que ce sera un webinaire qui est riche, plein d'interactions. Donc, c'est l'occasion d'échanges entre nous tous, cardiopédiatres et chirurgiens cardiaques. Merci beaucoup. Donc, sans trop tarder, je te passe la parole, Xavier, si tu veux partager ton écran et ta présentation. À toi la parole. Donc, je vais vous parler un petit peu d'anatomie et essayer de mettre en parallèle les éléments anatomiques principaux du ou des CAV. Et ça servira de base, je pense, à la discussion de cas cliniques que tu vas présenter, Saïd, et à la vision chirurgicale de notre collègue chirurgien. Et comme vous avez vu, j'ai mis Lucie Louyel, qui est une de mes collègues et de mes amis, dans le titre de cette présentation, puisqu'on fait souvent ce cours tous les deux. Et je vais montrer quelques pièces anatomiques qu'elle me fait le plaisir de partager avec moi. Donc, en introduction, je voudrais vous dire que pour comprendre le CAV ou toutes les formes de CAV, il faut comprendre en fait quels sont les éléments anatomiques qui font le diagnostic de cette malformation et de toutes ses variantes. Et le diagnostic du CAV, il se fait sur le concept anatomique d'une jonction auriculo-ventriculaire commune. Vous allez voir que je vais revenir là-dessus sur toute la présentation. Dans un cœur normal, comme ici à gauche, vous avez un décalage mitro-tricuspidien avec une valve tricuspide qui est positionnée légèrement plus vers l'apex. Et c'est ce décalage mitro-tricuspidien qui vous permet de reconnaître le ventricule droit et la valve tricuspide et qui vous permet de comprendre que l'embryologie et l'anatomie du cœur est normale. En tout cas, au niveau de sa jonction. La différence entre le cœur normal et le CAV, c'est que dans le CAV, on a une jonction auriculo-ventriculaire commune qui est associée au fait que les deux plans valvulaires, que les deux appareils valvulaires sont situés sur le même plan. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important à comprendre. Et donc, le CAV, maintenant que vous avez compris, vous avez tout compris du CAV. Dans le CAV, on a un seul anneau, d'accord? On a un seul anneau auriculo-ventriculaire. La jonction auriculo-ventriculaire commune, ou Common AV, c'est Common AV Valve en anglais. Donc, c'est jonction auriculo-ventriculaire commune en anglais. C'est ça que ça veut dire le CAV. Ça veut dire qu'il y a un seul anneau pour l'ouverture entre l'oreillette gauche et le ventricule gauche et l'ouverture entre l'oreillette droite et le ventricule droit. Et à partir de ce moment-là, on va comprendre que la seule différence finalement en termes
anatomique entre le CAV complet et le CAV partiel, et je parlerai des shunts après, c'est que dans le CAV complet, on a un seul anneau et un seul orifice qui s'ouvre dans les 2 ventricules. Alors dans les CAV partiels, on a un seul anneau aussi et on a un orifice qui s'ouvre dans le ventricule gauche ici et un orifice qui s'ouvre dans le ventricule droit. La seule différence embryologique et anatomique entre les 2, au niveau de la jonction auriculo-ventriculaire, c'est que les 2 valves supérieures, bridging et inférieures, en fait, sont fusionnées dans une langue de tissu, ce qui fait qu'au lieu d'avoir une seule ouverture, comme vous voyez ici dans ce schéma, ben, en fait, il y aura 2 ouvertures. Mais on a un seul anneau. Donc ça, c'est un élément hyper important à comprendre. L'autre élément, c'est que même quand on a un CAV partiel et qu'on a donc un orifice qui s'ouvre dans le VG et un orifice qui s'ouvre dans le VD, vous voyez que la valve qui est à gauche et qui s'ouvre dans le VG, c'est absolument pas une valve mitrale. Elle n'a absolument pas la morphologie et l'anatomie d'une valve mitrale. C'est une valve qui est trifoliée. Ça veut dire qu'il y a 3 feuillets, un feuillet latéral, vous verrez qu'on va appeler le feuillet mural, un feuillet supérieur et un feuillet inférieur. Et souvent, ce qu'on appelle la fente du CAV, ben, la fente du CAV, finalement, c'est la commissure entre les feuillets supérieurs et les feuillets inférieurs, qu'on appelle bridging leaflet. Et c'est pas une fente au sens de la fente qu'on peut voir dans la valve mitrale, notamment dans les VDDI ou les transpositions des gros vaisseaux complexes, qui sont vraiment une ouverture, que comme si la valve était fendue en deux, enfin la grande valve mitrale était ouverte en deux. Et donc, je me permets d'insister, et c'est d'ailleurs ce qu'on voit sur cette photo que m'a donnée Lucille, c'est qu'il y a bien un seul orifice, un seul anneau, et si les 2 bridgings sont fusionnés, on aura un orifice vers la gauche, donc c'est l'orifice auriculo-ventriculaire gauche et l'orifice auriculo-ventriculaire droit. Et donc on ne peut pas dire, maintenant vous avez compris, qu'on a un CAV partiel avec une valve mitrale qui a une fente et une valve tricuspide, puisque on a une valve auriculo-ventriculaire commune avec sa composante gauche et sa composante droite. Et en fait, le CAV, c'est toujours la même chose sur le plan embryologique, mais évidemment, la clinique du CAV, ça veut dire l'évolution clinique et les symptômes du patient et sa prise en charge médico-chirurgicale, elle dépend de l'hémodynamique du CAV, et l'hémodynamique du CAV, elle dépend des shunts à l'étage atrial et ventriculaire. C'est-à-dire qu'un cœur normal, bon, il n'y a pas de shunt au niveau de la jonction et qu'il y a un décalage mitro-tricuspidien, avec une grande valve, une petite valve mitrale et une valve tricuspide plus ou moins trifoliée, avec un feuillet septal antérieur et postérieur. On comprend très bien que quand on a donc un CAV complet avec une large CIA et une large CIV, ben, ce qui va faire le pronostic du patient, c'est la large CIV, puisque il va y avoir une égalisation des pressions entre l'aorte, le VG, le VD et la P. Et donc la P et l'aorte auront la même pression. Et ça, c'est un CAV complet. C'est une pathologie du nourrisson qui va être très symptomatique, souvent après quelques semaines, quand les résistances vasculaires pulmonaires se normalisent, c'est-à-dire baissent. Et donc, c'est une pathologie gérée par les cardiopédiatres et les chirurgiens cardiaques pédiatriques, puisque si on n'opère pas les enfants dans un laps de temps de quelques mois, ils vont développer des lésions pulmonaires irréversibles avec un remodelage histologique qui aboutit à une hypertension pulmonaire fixée. Parfois, on a un très gros trou au niveau atrial, qu'on appelle une CIA ostium primum, et on a un comblement de la CIV
ce comblement, il est en général lié aux attaches de l'appareil auriculo-ventriculaire sur la crête septale et on a donc une CIV qui peut devenir restrictive avec non plus une surcharge de pression, mais une surcharge de volume, avec un CAV dit intermédiaire. Pathologie évidemment beaucoup moins sévère dans sa forme physiologique et anatomique, avec souvent des diagnostics qui sont faits dans l'enfance sur des souffles bien perçus par les pédiatres et les médecins généralistes, et une hémodynamique de sévérité variable, avec une prise en charge qui peut se faire au cours de l'enfance et parfois au cours de l'âge adulte. D'accord? Dans sa forme évolutive, eh bien, la CIV peut se fermer avec un shunt uniquement à l'étage interatrial, toujours, qu'on appelle une CIA ostium primum, qui va finalement, en fonction de sa taille, fonctionner comme un shunt à l'étage atrial avec une surcharge de volume des cavités droites et qui va se gérer, là encore chirurgicalement, soit dans l'enfance, soit dans l'âge adulte. Il y a des formes de CIV qui sont un peu plus rares, qui sont des formes de CAV, pardon, avec un shunt au niveau de l'ostium primum qui s'est comblé, mais un shunt qui peut être large au niveau de la CIV d'admission, avec uniquement un shunt ventriculaire, mais finalement qui aura quasiment le même pronostic sur le plan clinique et physiopathologique que le CAV complet, avec une seule CIV d'admission. Et dans des formes assez particulières, où on a une jonction auriculo-ventriculaire commune, on peut avoir un CAV sans shunt, ni à l'étage atrial, ni à l'étage ventriculaire, mais le fait qu'il y ait une jonction auriculo-ventriculaire commune, ça rentre également dans le spectre des CAV. Et vous voyez que ces formes anatomiques qui vont avoir des présentations cliniques et physiopathologiques qui sont vraiment différentes les unes des autres, en fait, ont tout en commun une seule chose, et cette chose, c'est une jonction auriculo-ventriculaire commune, qui aboutit au fait que les valves droite et gauche sont sur le même plan, et surtout qu'elles ont une morphologie qui, finalement, est clairement distincte de la morphologie d'une valve mitrale et tricuspide. Donc même dans cette forme-là, si vous voyez que les 2 valves sur le même plan, avec, ce que vous allez appeler une fente de type CAV, hein, vous avez compris maintenant que c'est un abus de langage, eh bien ça sera aussi un CAV. Voilà. Donc c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Alors, si on va un peu plus dans le détail, mais ça je vous montrerai des schémas après, on a un chirurgien italien, qui s'appelle Rastelli, qui avait décrit différents sous-types anatomiques, type A de Rastelli, type B de Rastelli, type C, de Rastelli, ce qui dépend en fait de points d'attache de l'hémivalve antérieure ou bridging superior leaflet, qui est attaché sur la crête septale dans le type A, qui passe en pont au-dessus de la crête septale et de la CIV et qui s'insère sur un pilier anormal dans le type B et qui n'a aucune attache antérieure sur la crête septale dans le type C. Je vais vous montrer une image après, mais à titre d'exemple, vous voyez ici, ça c'est des images de Lucie Louyel, une valve auriculo-ventriculaire gauche avec une fente et des attaches sur la crête septale ici. Si les attaches comblent cette CIV, il n'y a plus de CIV, mais il y a toujours la même morphologie de la valve auriculo-ventriculaire gauche. Si les 2 composantes supérieures et inférieures ici passent en pont sans aucune attache septale, c'est un CAV de type Rastelli C, souvent associé à de très larges CIV. Dans le type A, on peut avoir des CAV avec des CIV très restrictives et parfois moins restrictives, mais le fait qu'il y ait des attaches sur la crête septale peut générer un certain degré de restriction qui peut même être évolutif dans le temps. Donc ça, il faut bien comprendre ça. Et donc, sur le plan anatomique, si vous avez compris ça, en fait, vous avez compris le CAV. Le CAV, c'est la jonction auriculo-ventriculaire commune avec l'alignement des valves. Et bien sûr, l'embryologie du CAV et le fait qu'il y ait un anneau auriculo-ventriculaire unique, il n'y a pas d'incorporation de la racine aortique entre les 2 valves, avec une valve aortique qui est plus antérieure, ce qui va aboutir
a un défaut de formation du septum d'admission avec une voie sous-aortique étroite et allongée et également un déplacement du nœud auriculo-ventriculaire qui va donner des anomalies ECG et potentiellement plus tard des troubles conductifs. Finalement, tout le spectre anatomique et hémodynamique, il dépend des shunts et de la fonction des attaches septales sur la crête septale de la valve auriculo-ventriculaire commune. En fait, si vous comprenez ça, en fait, vous avez compris l'embryologie, l'anatomie du CAV et donc vous pouvez faire le diagnostic et la prise en charge clinique. Ce qui me donne donc une transition vers la clinique et l'épidémiologie. Donc le CAV, bien sûr, par rapport au CIV, au CIA, c'est une pathologie qui est plus rare, bien sûr, qui représente seulement 3 à 5 % des malformations cardiaques congénitales, qui est, ça, bien sûr, vous devez le savoir, très fréquemment associée à la trisomie 21. Et donc, un enfant trisomique 21, en particulier qui a un souffle, il doit avoir un cardiopédiatre pour rechercher un CAV. Et donc, on va ensuite essayer avec l'imagerie de confirmer l'anatomie du CAV, sa physiopathologie, pour ensuite définir le traitement, qui est souvent un traitement chirurgical, bien sûr. Et donc les éléments clés, je vous le redis, c'est la jonction auriculo-ventriculaire commune, ce qu'on appelle l'unwedging de l'aorte, qui fait qu'il va y avoir un allongement de la chambre de chasse, avec ce qu'on appelle un aspect, en col de cygne. Et ça, c'est important parce que sur le plan hémodynamique, ça peut entraîner des obstacles plus ou moins évolutifs qui peuvent créer de vrais obstacles sous-aortiques, soit dans l'enfance, mais aussi à l'âge adulte, même chez un patient qui a eu une opération pour un CAV parfaitement exécutée avec une fermeture des CIV, CIA et une réparation de les valves. Le fait qu'il y ait cette élongation qui reste, puisqu'on ne corrige pas l'élongation de la valve, l'élongation de la chambre de chasse, on peut avoir l'apparition d'une membrane sous-aortique progressive à tous les âges de la vie, qui peut même avoir une indication opératoire après l'âge de 50 ans sur un obstacle de l'éjection du cœur gauche, évidemment. C'est pour ça qu'on doit suivre ces malades et si on a une clinique ou un souffle évolutif, il faudra le réévaluer sur le plan échographique et, dans quelques cas, parfois réopérer les malades. Le pronostic, en fait, et la difficulté technique de la chirurgie, elle tient à la qualité et aux anomalies morphologiques de l'appareil sous-valvulaire, donc je vais vous détailler quelques éléments, qui fait que on pourra avoir un résultat chirurgical, je dirais optimal ou sous-optimal sur les régurgitations de la valve auriculo-ventriculaire gauche, la pseudo-valve mitrale, ce qui fera évidemment le pronostic du succès chirurgical et de l'évolution clinique du patient. Et donc, si je repasse sur ce que je vous ai dit avant, on a une valve commune qui a 5 feuillets. Il y a 3 feuillets à gauche qui sont le feuillet mural, le feuillet supérieur et le feuillet inférieur qu'on appelle les feuillets bridging parce qu'ils peuvent passer en pont sur la CIV. Et 2 feuillets à droite qui sont le feuillet antéro-supérieur droit, postéro-inférieur droit, avec une extension des feuillets bridging à droite qui est variable et qui définit un petit peu ce qu'on appelle la classification de Rastelli, comme je vous ai dit tout à l'heure. La différence entre le CAV complet et partiel au niveau des valves, c'est qu'il y a la jonction des 2 bridging leaflets par une langue de tissu qui va finalement créer 2 orifices avec une jonction auriculo-ventriculaire unique. Et on le voit très bien en fait sur les échographies, notamment en 3D, avec le fait que les valves sont complètement alignées à droite et à gauche. Vous avez l'habitude, bien sûr, en tout cas pour les cardiologues qui sont connectés, de faire des coupes apicales et parasternales. Les cardiopédiatres qui sont sûrement connectés également, eux, ont compris l'intérêt de faire des échographies par voie sous-costale. Et je vous ai présenté ici une voie sous-costale d'un nourrisson qui a un CAV complet qui permet de bien comprendre l'anatomie, puisqu'on voit bien ici du côté gauche
la valve supérieure, la valve inférieure et la valve murale qui est ici, avec une disposition spécifique des piliers. Et ici, la composante supérieure droite et inférieure droite. Avec ici un Rastelli type A, puisque la valve s'insère sur la crête septale. Et donc, voilà, la caractéristique finalement de cette valve que beaucoup appellent à tort la valve mitrale, c'est que c'est une valve qui a 3 feuillets, supérieur, inférieur et mural. Donc, vous n'avez pas le droit de l'appeler une valve mitrale parce qu'elle ressemble en rien à une valve mitrale. Ça, c'est un élément, au début, c'est un peu déstabilisant, mais quand on a compris finalement comment étaient formées les valves et qu'on a compris un peu l'anatomie du CAV, ben, ça permet aussi de comprendre ce que va faire le chirurgien. Je pense que notre ami chirurgien va vous détailler ça, mais de comprendre comment, en fait, quelle est la technique pour réparer le CAV et notamment pour réparer le CAV qui a une fuite sur sa valve gauche, c'est-à-dire sur sa valve pseudo-mitrale. Donc, je vous ai parlé du Rastelli. Ça, c'est un cœur normal avec une aorte qui vient s'encastrer entre la mitrale et la tricuspide, avec une valve mitrale que vous connaissez bien, A1, P1, A2, P2, A3, P3, et la valve septale antéro-latérale et postérieure. Bah, le CAV, vous voyez que l'aorte, elle est beaucoup plus loin, en avant, ce qui va créer l'aspect en col de cygne, et on aura soit un CAV complet, soit un CAV partiel, avec, en fonction de l'anatomie de cette valve, un Rastelli A, un Rastelli A, un Rastelli B ou un Rastelli C. Voilà. Donc ça, c'est un Rastelli A. La valve s'insère majoritairement la valve supérieure sur la crête septale. Vous voyez ici. Et en fonction, quel que soit le type, en fait, il peut y avoir une continence ou une absence de continence de la valve. Là, par exemple, vous voyez qu'il y a une grosse fuite sur le composant gauche et une grosse fuite sur le composant droit. Ça, c'est un type B avec des attaches donc sur le côté droit du septum interventriculaire, souvent par un muscle qui est dit anormal. Et là, ici, je vous montre un exemple où la valve, en fait, s'insère ici sur le côté droit par un pilier, une sorte de pilier anormal. Et ça, c'est la même chose à l'envers. Avec une large CIA, vous voyez, et une large CIV. Ça, c'est la vue dite en face, avec l'aspect caractéristique trifolé de la valve gauche et les fuites éventuelles sur les valves. Et le type C, c'est quand la valve passe complètement en pont à travers la CIV, qui n'a aucune attache septale, avec souvent, ici, un muscle papillaire qui peut être bifide et quasiment pas de composante antéro-supérieure droite. Et voilà, ça c'est une image arrêtée, mais qui vous montre en fait que la valve passe complètement en pont au-dessus de la CIV. Donc voilà, si vous avez compris ça, ben vous avez vraiment compris tout ce qui fait les éléments caractéristiques du CAV, l'élongation de la chambre de chasse dite en col de cygne, avec ici la déformation liée à la CIV d'admission, qui est plus ou moins prononcée, qu'on appelle le scooping en anglais. Eh bien, ça rétrécit, vous voyez, la chambre de chasse, et ça peut créer vraiment, avec le temps, notamment chez les grands enfants et surtout les adultes, un obstacle sous-aortique. Avant, on faisait des angiographies, donc on voyait bien en angio le scooping et l'aspect en col de cygne. Voilà, ici, enfin, voilà, ça c'est la dénomination anglaise. Et voilà un peu ce que ça peut donner chez un enfant. Avec, comme on a des attaches septales de cette valve, bien sûr, on peut avoir l'apparition d'un obstacle progressif ici. Donc à surveiller avec le temps. L'autre élément, et je vais insister un tout petit peu, ça c'est un tuyau anatomique du livre de Frank Netter, qui est un anatomiste américain assez célèbre. Vous voyez en fait que ça c'est une valve tricuspide, feuillet septal, feuillet antérieur, feuillet postérieur. Ça c'est le pilier principal de la tricuspide. Ça c'est une valve mitrale.
Vous savez que dans la valve mitrale, en fait, il y a une expansion en fait, embryologique qui fait finalement que la valve postérieure, elle occupe une circonférence qui est plus grande hein, que la valve antérieure, mais qui est plus profonde, avec les deux piliers, hein, antérolatérales et postéromédian. Donc ça, c'est l'anatomie hein, de la valve mitrale. Et vous voyez que la mitrale postérieure, ce qu'on appelle la petite valve mitrale, mais qui n'est pas si petite que ça, elle occupe souvent les 2/3 quasiment de la circonférence de l'anneau mitral. Et ça, c'est une valve mitrale normale avec la valve aortique et la valve pulmonaire, bien sûr. En fait, vous voyez que le CAV, en fait, c'est l'inverse. Ici, on a un triangle avec une pointe vers la valve postérieure, avec les deux commissures, une valve antérieure profonde et une valve postérieure très très large. En fait, dans le CAV, c'est pour ça qu'on ne peut pas appeler ça une valve mitrale, parce que c'est l'inverse. Vous voyez, en fait, vous avez ici, bon, plus ou moins une fusion en fonction de savoir si c'est un CAV partiel ou un CAV complet. Vous avez deux piliers qui n'ont pas du tout la même orientation que dans la valve mitrale. Vous avez le bridging supérieur, le bridging inférieur, la valve murale. Et si les deux piliers sont rapprochés, vous avez une valve murale, c'est-à-dire une valve postérieure, qui est minuscule, minuscule. Alors que dans l'anatomie normale d'une mitrale, la valve postérieure, elle est extrêmement étendue. Donc, vous comprenez que même si vous n'avez pas de CIV et de CIA, un CAV, ça ne peut pas avoir une valve mitrale à gauche. C'est une anatomie qui est complètement différente. Et d'ailleurs, on a des piliers qui sont supéro-inférieurs. On n'a pas de pilier antéro-latéral et postéro-médian. Le pilier postérieur, vous voyez, il n'est pas du tout médian, il est complètement latéralisé. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Et si vous confiez vos malades aux chirurgiens, parce que vous allez faire des diagnostics de CAV, eh bien, en fait, il y a un pronostic opératoire. Bon, bien sûr, il y a des problématiques de voie de conduction dont on va peut-être parler le chirurgien parce que le nœud est tellement bas que quand on ferme la CIA, notamment au niveau du sinus coronaire, on peut créer un bloc auriculo-ventriculaire et le patient est obligé d'avoir un pacemaker, ce qui est évidemment une complication importante. Mais si vous avez un patient qui a un pilier unique, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir deux piliers de la valve gauche, il a un seul pilier, ben là, c'est encore plus compliqué parce que s'il a un seul pilier, il n'a pas de valve murale, puisque la valve murale, elle est entre les deux piliers. Et donc, si vous fermez ce qu'on appelle la pseudofente, qui est la zone de coaptation entre les supérieurs et inférieurs originaux, en fait, vous fermez la valve. Donc, le patient, il ne peut pas survivre. Et si vous ne la fermez pas, vous vous exposez à ce qu'il y ait une fuite. S'il y avait une fuite majeure, en fait, vous ne pouvez pas vraiment la traiter. Vous pouvez essayer de faire des fermetures partielles, mais vous vous exposez à une sténose. Donc, un des éléments, en fait, nous, quand on regarde le CAV et qu'on le confie au chirurgien, notamment s'il y a une fuite grade 3 ou une fuite grade 4, ce qui peut arriver, en regardant l'anatomie du cœur, en fait, quand vous allez faire l'échographie, puisque maintenant vous connaissez l'anatomie des CAV, vous allez pouvoir dire, ça, c'est une bonne forme à opérer. C'est-à-dire que si le chirurgien va pouvoir fermer les shunts, fermer bien la zone de coaptation, ce qu'on appelle la pseudofente, et le patient, il va avoir une vie normale. Mais si la valve auriculo-ventriculaire gauche, elle a un pilier unique, alors là, le chirurgien, il est dans la mouise, quoi, comme on dit. Donc, c'est important. Et puis, parfois, et ça, c'est très fréquent sur le CAV, on peut avoir un double orifice de la valve gauche avec un double orifice de CAV. Oups là, ça a sauté. Et ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent et que les chirurgiens voient beaucoup quand ils font les corrections chirurgicales. Donc, et comment on le voit en fait, ce double orifice? Peut-être que Saïd va nous montrer des cas cliniques après. Eh ben, vous allez le voir assez facilement finalement en mettant le Doppler couleur. Là, vous avez une vue parasternale grand axe que vous connaissez bien. Vous voyez que la valve a des attaches septales, hein. Donc la valve mitrale n'a pas d'attache septale, mais la valve de CAV, elle a des attaches septales, ce qui peut faire le lit d'une sténose. Et si vous mettez de la couleur, vous voyez qu'il y a une ouverture principale ici, et en fait, il y a une deuxième ouverture ici. Et donc, c'est une valve gauche de CAV, et non pas une valve mitrale, avec un double orifice. L'autre truc qu'il faut comprendre dans l'analyse de l'hémodynamique et de l'évaluation des lésions, c'est le sens du shunt.
la localisation du shunt, la vélocité du shunt, l'impact hémodynamique, le fonctionnement des valves. Est-ce qu'il y a un gradient sur la voie d'éjection gauche pour left ventriculaire foot tract obstruction lié à cet allongement? Et est-ce qu'il y a une hypertension pulmonaire? En fait, ça, c'est le check-up hémodynamique que vous devez faire quand vous allez évaluer votre patient en échographie pour définir son opérabilité et faire l'inventaire au chirurgien des lésions à opérer et dire à l'anesthésiste, si jamais votre patient, par exemple, il a une hypertension pulmonaire précoce, qu'il va falloir être extrêmement précautionneux sur la réanimation de ce malade pour pas qu'il fasse une crise d'hypertension pulmonaire et qu'éventuellement il décède en post-opératoire alors même qu'il a été bien opéré par le chirurgien. Donc, l'intégrité des septages, je vous en ai parlé, donc je ne vais pas insister là-dessus. Vous devez dire CIA, CIV, restrictive, non restrictive. Et ensuite, vous allez vous intéresser à l'hémodynamique en fonction notamment de l'âge de votre patient, parce que vous savez que à la naissance, il peut y avoir des résistances vasculaires pulmonaires élevées et donc peu de shunt et une évaluation finalement imparfaite de l'hémodynamique intracardiaque. Quand les pressions baissent, le shunt augmente, le QPQS augmente et il va y avoir des lésions qui vont commencer à apparaître, des lésions d'hyperdébit et de shear stress, pour éventuellement aboutir à même ce qu'on peut appeler le syndrome d'Eisenmenger, si les pressions pulmonaires deviennent suprasystémiques. On a parfois des CIA hyper larges, des quasi-oreillettes uniques. D'ailleurs, toutes les oreillettes uniques appartiennent à la famille des CAV, ça c'est une information importante. Et parfois, on peut avoir des shunts qui sont minuscules comme ici. Donc, moi, par exemple, j'ai géré une patiente, non seulement qui avait un syndrome de Turner en mosaïque, qui est finalement tombée enceinte, et chez qui on avait diagnostiqué un CAV avec un tout petit shunt comme ça. Personne ne voulait gérer sa grossesse. Elle est venue me voir au cabinet. Je lui ai dit, écoutez, vous avez un tout petit shunt sur un CAV, vous avez 30 ans, vous allez faire votre grossesse sans aucune difficulté, vous allez accoucher par voie basse et on vous opérera plus tard. Et cette femme a accouché et ça s'est très bien passé, il n'y a eu aucun souci, tout simplement parce qu'elle avait une physiologie cardiaque quasi normale, avec un shunt à l'étage atrial qui était minime et donc sans retentissement hémodynamique. On peut avoir des oreillettes uniques, évidemment, avec des shunts beaucoup plus importants. Toutes les oreillettes uniques, je vous dis, appartiennent au spectre des CAV. Et des CIV soit très larges, soit restrictives. Ici, un exemple de CIV hyper large. Là aussi, une CIV très large. Et là, une CIV qui est fermée par l'appareil sous-valvulaire des valves auriculo-ventriculaires avec simplement un microscopique shunt et donc un équivalent quasiment de shunt uniquement à l'étage atrial. Très, 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 très rarement, mais souvent dans les cardiopathies complexes, on peut avoir des CIV musculaires associés. C'est quelque chose qu'il faudra éventuellement rechercher dans le bilan préopératoire. Voilà un autre exemple. Le piège, et je finirai probablement là-dessus, c'est que une des caractéristiques anatomiques des CAV, c'est qu'il y a un malalignement entre le septum interventriculaire et le septum interatrial. Ce qui fait que quand vous avez une fuite sur la valve gauche, au lieu d'avoir une fuite du VG vers l'OG, la fuite, comme le septum est décalé, elle peut avoir lieu entre le VG et l'OD, et on appelle ça un shunt croisé, comme ici, vous voyez. Sauf que si vous prenez le flux d'IT pour mesurer vos pressions pulmonaires, en fait, c'est pas le flux du VD que vous allez prendre. Vous allez prendre le gradient entre le VG et l'OD, et donc vous allez trouver qu'il y a 100 mm de mercure, et vous allez vous dire, mais c'est une erreur, ça vous l'avez bien compris, que votre patient a une hypertension pulmonaire. Or là, il n'y a pas de shunt à l'étage interventriculaire. En l'occurrence, si votre patient va bien et qu'il fait du sport sans se plaindre de rien, il ne peut pas avoir d'hypertension pulmonaire. Sur le plan physiopathologique, c'est pas possible. Vous avez simplement pris son flux VG-OD pour un flux VD-OG à cause de ce qu'on appelle le fameux shunt croisé. Un mot sur les CAV déséquilibrés, qui sont des pathologies graves où il peut y avoir un déséquilibre vers
une hypoplasie du cœur droit ou une hypoplasie du cœur gauche. Bon, ça, c'est des cardiopathies très complexes qui vont s'opérer uniquement par des dérivations cavo-pulmonaires totales, puisqu'on ne peut pas utiliser le ventricule gauche ou le ventricule droit comme un ventricule fonctionnel. Donc, je vous montre ici un exemple. Dominance gauche, tout petit ventricule droit. Valve auriculo-ventriculaire unique, mal-alignement des septa, trisomie 21, pathologie sévère, dérivation cavo-pulmonaire totale. Donc, il y a des critères échographiques, mais je ne vais pas vous embêter avec ça, sur les index d'ouverture valvulaire en couleur ou en surface. Ça, c'est encore un exemple d'une hypoplasie du VG associée à un CAV. Et ça, une hypoplasie du VG avec une dominance droite. Bon, ça, c'est plutôt dans le cas des cardiopathies complexes, donc je ne vais pas trop vous assommer avec ça. Pour mesurer si on peut opérer en fait ces patients avec une fermeture simple de la CIV et de la CIA, il y a des index qu'on appelle les AV Valve Index en surface ou bien en couleur. Bon, je ne vais pas vous embêter avec ça, ou bien la mesure des angles. Toujours est-il que dans les formes limites, il faut que ce soit un expert qui fasse l'examen. Un mot pour vous dire, et ça c'est toujours quelque chose de très complexe, qu'il peut y avoir beaucoup de CAV associés à des trisomies 21, 45% de tous les CAV, 25% quand même un quart chez les enfants qui n'ont aucune anomalie génétique, 15% d'autres syndromes génétiques et quand même 15% d'hétérotaxie, avec souvent des malformations extrêmement complexes et des CAV associés très souvent à notamment des ventricules droits double issue. Bon là, on est vraiment sur des pathologies complexes. Ou bien des retours veineux pulmonaires anormaux totaux. Un mot sur le phallo, on peut avoir des CAV complets avec une extension et une CIV conoventriculaire, donc il va fermer la voie d'éjection droite et créer ce qu'on appelle un phallo, et donc c'est un CAV phallo. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que, et ça c'est une étude de Paris qui est très intéressante et qui est très récente, c'est que chez les patients qui ont des trisomies 21, c'est-à-dire des syndromes de Down, il y a très souvent une extension de la CIV dans le septum, dans l'outlet septum, c'est-à-dire le septum de la voie d'éjection. Et donc, on a un risque chez les trisomiques 21 d'avoir un CAV et un phallo. Et pourquoi? Parce qu'on a une CIV conoventriculaire associée à la CIV de l'INET par bascule du septum. À l'inverse, on dit qu'on peut avoir des CAV avec des coarctations. Et en réalité, quand on a une bascule, non pas antérieure, mais postérieure du septum conal, en plus de la CIV de l'INET, et qui vient un peu fermer la voie d'éjection gauche, c'est là qu'on a un risque de coarctation. Et ça arrive presque toujours chez des enfants qui n'ont pas de trisomie 21. Donc CAV, phallo, c'est presque toujours des trisomiques. D'accord? Plus de 90%. Alors que CAV et coarctation, c'est quasiment jamais des trisomiques. Comme quoi l'association génétique, elle s'associe aussi avec la malformation de qu'on appelle de la CIV de la voie d'éjection. Donc ça, c'est un truc que vous devez retenir. Vous verrez quasiment jamais de CAV phallo non trisomique 21 et de CAV cohort qui sont trisomiques. Voilà. Donc la plupart du temps, on a des formes équilibrées. Il faudra comprendre l'anatomie, comprendre la physiologie, comprendre quels sont les facteurs de risque de bon pronostic opératoire ou de mauvais pronostic opératoire. On a parfois des formes complexes, notamment avec des déséquilibres ou des anomalies de la valve gauche qui font le pronostic opératoire. Souvent, le CAV du trisomique 21 a un meilleur tissu valvulaire, moins d'anomalies de l'appareil sous-valvulaire et donc un bon pronostic chirurgical, sauf dans le CAV associé à la tétralogie de Fallot, où bien sûr la mise en œuvre de la chirurgie est beaucoup plus complexe. Voilà, j'en ai fini. J'espère que je n'ai pas été trop long, Saïd. Et je te passe la main, bien sûr. C'était parfait. Merci infiniment, Xavier, pour cette belle présentation. Très, très belles images, une belle iconographie
Une belle corrélation anatomo-écho-cardiographique, comme tu sais très bien le faire. Et on remercie au passage aussi Lucie Houyel, qui fait énormément de choses pour la formation des cardiopédiatres en général. Voilà, si les amis qui nous écoutent, s'ils ont des questions, donc vous pouvez poser des questions sur le chat. Sinon, Xavier, donc le message clé pour les pédiatres qui nous écoutent, c'est est-ce que tu es d'accord que devant tout trisomique 21, il faut faire un écho? Ou est-ce qu'il faut qu'il y ait des signes cliniques, des signes à l'examen? Qu'est-ce que tu en penses? Ben, en fait, chez un nouveau-né, on peut ne pas avoir de signe clinique comme une CIV, donc c'est un piège. Hem et donc je dirais que si à la naissance, on peut passer à côté d'un diagnostic, on passera en général pas à côté du diagnostic, dans les premières semaines ou les premiers mois de vie. Le problème, c'est que le trisomique 21 a quand même la mauvaise réputation de fixer vite ses résistances vasculaires pulmonaires et donc dans le contexte, parfois de diagnostics difficiles parce qu'on sait que c'est des enfants qui mangent moins, qui grossissent moins, avec des courbes de croissance qui sont, disons, en dessous des courbes de l'enfant eusomique. On doit raisonnablement, proposer une échographie. Ça me semble, un choix stratégique, qui peut être payant. Et bon, il y a une petite astuce que nous propose notre ami Saïd Mouril, que je salue au passage. Et pour retenir un petit peu la classification de Rastelli, A comme attache, B comme bridging et C comme sans. Mmh. S-A-N-S, c'est-à-dire qu'il y a pas d'attache. Euh, alors, il y a une question de notre ami Fedol Chehab que je salue aussi. Bonsoir, en pratique, vous vous basez sur quels critères pour parler de CAV déséquilibré, rapport de longueur ventriculaire ou AVVI pour proposer une réparation unie ventriculaire ou bien biventriculaire? Bon, ça, c'est une question technique et très complexe, hein. Ça, c'est vraiment destiné, je dirais, à des centres hyper spécialisés, mais effectivement, le diagnostic, il se fait déjà sur le fait que les 2 ventricules, quand même fassent la pointe, c'est-à-dire qu'il y ait pas d'hypoplasie trop marquée d'un des 2 ventricules, d'une part, parce que des fois, c'est vrai, il y a un déséquilibre qui est tellement grand qu'il y a aucun doute et Absolument. d'autre part, effectivement, nous, on utilise beaucoup, les indices d'ouverture sur la coupe dite, en face, hein, en sous-costale. Je vous ai beaucoup montré ces coupes. On essaie beaucoup de promouvoir la réalisation de ces coupes, dans l'enseignement qu'on peut faire au Maroc notamment, même si on sait que c'est pas des coupes, en tout cas que les cardiologues adultes ont appris à faire et donc c'est toujours un peu plus difficile, mais c'est des coupes qui sont plutôt faciles à faire et ce qu'on appelle les AV valve index. On va regarder les surfaces d'ouverture et aussi, quand même, il faut le dire, la qualité de l'appareil sous-valvulaire, parce qu'on peut avoir des déséquilibres ventriculaires avec des piliers uniques qui rendent aussi les réparations complexes. Donc, c'est c'est une très bonne question, mais c'est une question sur laquelle il faut être assez prudent dans la réponse Mm. parce que, c'est souvent multifactoriel. C'est à la fois les surfaces valvulaires, les surfaces ventriculaires et la qualité de l'appareil sous-valvulaire. Mm. Donc, je ne Merci. sais pas si je réponds clairement, mais c'est une question qui en fait, c'est une des questions les plus difficiles de notre spécialité. Oui, merci beaucoup. Alors, une question pour un nourrisson âgé de 2 mois qui présente un CAV intermédiaire associé à une hypoplasie du VG, sachant que le malade présente une hypertension pulmonaire sévère. J'aimerais savoir quelle sera la prise en charge après? Bah, déjà, s'il a un CIV intermédiaire et qu'il a une hypertension pulmonaire sévère, il y a un truc qui colle pas. C'est-à-dire que s'il a un CAV intermédiaire, ça veut dire qu'il a une CV restrictive. S'il a une CV restrictive, ça veut dire qu'il a une HTAP qui n'est pas liée à son CAV. Ça veut dire que s'il a réellement une HTAP, à fortiori une HTAP fixée, qui n'est pas associée à sa CIV, c'est-à-dire que ce n'est pas une CIV, une HTAP d'hyperdébit, là, c'est quasiment une contre-indication opératoire formelle et on va laisser le patient se développer un Eisenmenger. Donc
c'est une situation physiopathologique qui est complexe parce qu'en fait, elle allie deux pathologies différentes. Une HTAP primitive, qui est parfois associée à la trisomie 21, et un CAV avec CIV restrictif, c'est-à-dire qu'il ne génère pas d'HTAP. Donc là, on est dans une situation qui est quand même relativement complexe. Et l'erreur, ça serait de demander au chirurgien de l'opérer en pensant qu'il sera guéri. Ce malade-là, il a de très fortes chances de décéder en réanimation d'une crise d'HTAP parce qu'on lui a bouché ses shunts, alors même que, et qu'on est finalement qu'on est passé à côté de la physiopathologie de son problème. Donc, c'est un piège, c'est une question piège en général pour le médecin. Hein, si vous permettez un petit complément de réponse à cette question-là, avant pour ce nourrisson-là, je pense qu'il faut s'assurer qu'il n'y a pas de sténose mitrale associée ou d'anomalie de retour veineux pulmonaire associée avant de conclure à une HTAP, disons, primitive. Donc, je pense probablement à notre avis sera intéressant pour étudier la valve mitrale et pour étudier l'anomalie de retour pulmonaire. Ah oui, on peut avoir notamment, on peut avoir dans le cas d'hétérotaxie, on peut avoir des retours veineux pulmonaires anormaux, parfois bloqués, très fréquemment associés à des CAV, mais à ce moment-là, on a une hétérotaxie, ça veut dire qu'on a quand même on a une distribution, notamment des organes thoraco-abdominaux qui sont anormaux. Enfin, on a plein de points d'appel pour faire ces diagnostics-là. Mais là, on rentre quand même, sur des cardiopathies qui sont extrêmement rares et complexes. Donc, c'est tout à fait. De toute façon, il faut toujours faire une évaluation exhaustive, mais là, on rentre dans le domaine de la cardiologie de très, 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 très haute complexité. Oui, mais surtout, le message qu'il faut faire passer, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un doute, à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on ne comprend pas, que ce soit dans l'anatomie ou dans la physiopathologie, il ne faut pas hésiter à staffer les patients et à discuter les patients, c'est très important. Au lieu de les envoyer directement au chirurgien, on peut avoir des surprises. C'est dressé, est-ce que la classification de Rastelli, est-ce qu'elle est extrêmement importante? On la voit de moins en moins un petit peu dans les comptes rendus d'écho. Est-ce qu'elle est très importante pour toi en tant que chirurgien de spécifier est-ce que c'est un type ABC avant d'opérer le patient? Ça aide, elle est tout à fait utile d'avoir une étude anatomique exacte, claire, avant de proposer le malade au chirurgien. Avoir cette classification, bien entendu, ça nous permet un petit peu de guider, de se préparer psychologiquement et techniquement au challenge. Bien sûr, un chirurgien doit être quand même prêt à faire face à toutes les situations qui se présentent. Et donc, s'il n'est pas bien décrit sur le compte rendu, ben, le chirurgien, le congétaliste, doit être en mesure de déplacer un cordage, de proposer des solutions en fonction de la complexité des lésions. Mais ceci étant dit, bien sûr, un bon compte rendu échocardiographique bien fait nous facilite la tâche. Mais les surprises opératoires et dans la chirurgie du cardiopathie congénitale, moi je vous dis, c'est assez fréquent qu'on a des surprises et on doit faire face à ces surprises. Mais est-ce que toi, en tant que chirurgien, quel que soit le cas, tu vas arriver à t'en sortir et à opérer ce patient qui sont type A, B ou C? Bien sûr, il y a des techniques adaptées à différents types et bien sûr, et le résultat post-opératoire dépend effectivement de cette classification. Et plus la situation est complexe, plus on a d'attaches du côté contre-latéral, plus il y a des problèmes, disons, difficiles à régler, et plus il y a des IM en post-opératoire. Et parfois, si on n'arrive pas à réparer, il faut proposer d'autres solutions. Maintenant, on passe à l'embalage vicaral, au canal déséquilibré, il faut proposer d'autres solutions. Il n'y a pas que la chirurgie réparatrice à 100%. Donc, Xavier, si tu peux nous dresser un compte rendu d'écho pour un CAV, quels sont les éléments qui sont obligatoires à mettre dans un compte rendu d'écho? Bon, déjà, il faut faire une analyse segmentaire systématisée comme je fais à chaque fois. C'est-à-dire qu'il faut bien vérifier qu'on a un situs solitus abdominal et thoracique. Ça permettra déjà de faire le diagnostic
d'une organisation viscéro-atriale normale ou bien d'une hétérotaxie. Les hétérotaxies, c'est hyper rare, hein. Mais qui dit hétérotaxie dit cardiopathie très complexe déjà. Donc, bien vérifier que la aorte est à gauche, que la veine cave inférieure est à droite, que le foie est à droite. Et ensuite, bien sûr, il faut faire la cartographie des veines caves et vérifier l'absence de veine cave supérieure gauche. Bien vérifier les veines pulmonaires, Drissy nous l'a rappelé, ça c'est fondamental. Et ensuite, on va faire le diagnostic de CAV, qui est assez facile à faire finalement, puisque les valves sont sur le même plan. On va regarder la taille des shunts et les shunts associés à l'étage atrial, parce que souvent on a une CIA ostium primum plus ou moins large et une CIA ostium secundum ou un FOP. CIV d'admission, large ou pas large, plus ou moins CIV associé. Et ce sur quoi j'ai beaucoup insisté, je pense qu'il faut absolument caractériser l'anatomie de la valve de CAV, notamment dans son composante gauche, pour expliquer aux chirurgiens que si on a deux piliers qui sont parfaitement équilibrés, une très grande valve murale et deux bridging équilibrés, on est en droit d'attendre de lui qu'il vienne bien fermer sur son patch la pseudo-fente, hein, et qu'on ait un résultat qui est parfait. Alors qu'à l'inverse, si on a un pilier unique avec des cordages hyper courts et une fuite de grade 3 en préopératoire, de toute façon, on ne pourra pas attendre du chirurgien qu'il n'y ait pas de fuite en post-opératoire. Donc, ça ne sert à rien de penser que le chirurgien peut faire des miracles. On sait parfois qu'on aura d'emblée un mauvais résultat opératoire. Parce que la valve, elle est très mauvaise à réparer. Souvent, c'est des patients qui ne sont pas trisomiques en plus. Et ça, on peut là, pour le coup, le chirurgien, on peut le préparer. Parce que si on lui dit qu'il y a une anatomie de valve auriculo-ventriculaire gauche qui est extrêmement pathologique et que le patient, il fuit la rage, on n'a pas le droit d'attendre de lui qu'il fasse des miracles. C'est impossible. Il y a des mauvais cas. Donc, un très bon cas opéré par un bon chirurgien, ça serait un super résultat. Un très mauvais cas opéré par un très bon chirurgien, ça sera un mauvais résultat. Donc, ça ne veut pas dire que… Voilà. Et si on n'a pas compris ça, on n'a pas le droit de juger les chirurgiens sur leurs résultats si on n'a pas compris cette anatomie que je vous ai expliquée et les limites de la chirurgie. Les chirurgiens, c'est des gens en général doués, c'est des gens qui sont quand même courageux, mais encore une fois, avec deux pinces, un fil et une aiguille, on ne peut pas non plus faire des miracles à chaque fois. Donc, le CAV, c'est une pathologie qui est complexe à diagnostiquer, notamment dans les formes complexes, à opérer. C'est pour ça que moi, je dis toujours à mes assistants et mes internes, de toute façon, le CAV, c'est le truc le plus compliqué de la cardiologie congénitale, à tous les points de vue. Sur le plan rythmique, c'est compliqué. Sur le plan embryologique, c'est compliqué. Sur le plan anatomique, c'est compliqué. Et sur le plan chirurgical, c'est compliqué. Donc, parfois, ça marche très bien. Parfois, ça marche moins bien. Mais il faut comprendre pourquoi. Les chirurgiens, je pense qu'ils comprennent assez bien pourquoi, parce que c'est eux quand même qui doivent bricoler. Les cardiologues et les pédiatres, des fois, ils comprennent moins bien pourquoi. Et à mon avis, ça, c'est une source d'amélioration une voie d'amélioration qui est énorme. Pour tout le monde, hein. Moi, j'apprends je retravaille mon CAV tous les ans, depuis 20 ans. Tu as coupé ton micro, Saïd. Donc, enfin, que je peux être, concernant la voie d'abord. La voie d'abord, pour réparer un CRAV complet, vous y allez par voie transatriale, par voie transventriculaire? Comment vous faites? Écoute, Saïd, avant de répondre à cette question, juste un complément d'information. Quand on a des formes relativement complexes de CAV ou quand on a un constat que l'appareil valvulaire gauche n'est pas de bonne qualité, il ne faut pas non plus oublier qu'on peut pallier ces enfants-là ou ces nourrissons-là. Notre contexte marocain continue à voir des enfants qui arrivent assez tard avec de l'HTAP et on n'a pas du mal à proposer, surtout s'il y a une coarctation associée, un cerclage d'emblée et attendre un tout petit peu le temps que l'étoffe valvulaire se développe et qu'on puisse manipuler correctement les tissus valvulaires. Maintenant, sur le plan technique, comment on aborde le CAV? On aborde par l'oreillette droite
Quand on ouvre l'oreillette droite, on a une vue claire des deux orifices auriculo-ventriculaires avec des fils d'exposition. On peut avoir les fluides valvulaires avec les bridging valves et on analyse l'appareil valvulaire grâce à des crochets. On peut effectivement étudier la disposition des piliers, l'existence ou non de cordages qui vont croiser la crête septale. Il y a des lieux dans un premier temps, c'est-à-dire, tu refais carrément le diagnostic, tu essaies de revoir, est-ce que ce qui a été décrit à l'écho, est-ce qu'on le retrouve à l'anatomie? Exactement, tout chirurgien doit voir le compte rendu et de préférence les boucles. Et là, je reviens à ce que tu as dit, Saïd, l'importance de staffer ces malades et l'importance de connecter dans une structure de soins où on peut accéder au compte rendu cardiographique et aux boucles cardiographiques. C'est important de les voir juste avant le bloc opératoire parce qu'il faut garder ça frais. Et bien sûr, si on est avéré, on est déjà conseillé par la difficulté de la chose, c'est nettement mieux quand on a des surprises. Et donc, en répondant à ta question, c'est la voie droite, on ouvre l'oreillette droite et puis on a une belle exposition et on fait une belle analyse qu'on compare bien sûr en compte rendu cardiographique. Voilà, pour ne pas rentrer. Dernière question avant de passer au cas clinique. Xavier, s'il te plaît, si tu as à nous dresser une liste, enfin, les profils des patients que tu vas cathétériser qui ont un CAV et que tu vas passer au cathétérisme avant de les opérer. Ben, c'est des CAV qui ont plus d'un an, des CAV complets qui ont plus d'un an, chez qui je vois à l'échographie une hypertension pulmonaire qui me semble des signes d'hypertension pulmonaire importants, chez qui je me pose la question de son opérabilité. C'est-à-dire, je me pose la question de savoir si un traitement vasodilatateur pulmonaire va pouvoir faire baisser les résistances vasculaires pulmonaires, augmenter le débit, augmenter l'hyperdébit pulmonaire. Voilà. Parce qu'on est parfois dans cette situation de CAV diagnostiqué tardivement avec une hypertension pulmonaire. Et donc, le pronostic opératoire, il est à la réversibilité des pressions pulmonaires. C'est le seul cas, quand on a un doute, c'est-à-dire qu'on a un enfant, par exemple, entre 1 et 5 ans, qui a vraiment des signes d'hypertension pulmonaire, pour lequel on doit se poser la question de savoir s'il est opérable, donc par l'analyse dynamique des pressions pulmonaires sous NO et sous oxygène. Merci beaucoup. Donc, si vous voulez bien, on va essayer, on va essayer de passer au cas clinique. Donc, ça va être rapide et puis c'est ouvert à la discussion et vous pouvez poser vos questions sur le chat. Dr Drissi, Dr Boumzbra, il va me rapporter les questions qu'on va pouvoir discuter. Alors, 3 ans, 1 mois, une bonne saturation, un ECG qui montre un hémibloc antérieur gauche et une cardiomégalie avec une légère raréfaction vasculaire pulmonaire en périphérie. Alors voilà donc une coupe longue axe et pour les gens qui n'ont pas l'habitude de faire l'échographie des congénitaux, donc déjà quand on pose la sonde en long axe, on peut suspecter, douter qu'il peut y avoir un CAV et là on doute un petit peu sur la possibilité d'une CIA à ce niveau-là et sur une dilatation des cavités droites à ce niveau-là avec une excellente fonction biventriculaire. Donc, et là, vous avez un shunt qui est gauche-droite à travers la CIV, donc qui est une CIV qui est assez large. Et il y a aussi un shunt à l'étage atrial à travers une communication interauriculaire osteo-primo. On essaie de prendre un gradient de pression sur la CIV, donc vous imaginez qu'il y a une égalisation des pressions, et le gradient de pression entre le ventricule gauche et le ventricule droit, il est très faible, donc en une vitesse qui ne dépasse pas les 2 mètres par seconde, donc ce qui témoigne d'une augmentation des pressions au niveau du ventricule droit. Donc on se met en petit axe,
et on essaie, encore une fois, comme a dit Xavier tout à l'heure, de voir est-ce qu'il y a un pilier ou 2 piliers, d'essayer de voir la composante gauche de la valve auriculoventriculaire, la fonction du ventricule gauche, est-ce qu'il y a ou pas une dilatation du ventricule droit. Et vous voyez ici, il y a cette composante de la valve auriculoventriculaire gauche qui est composée de 3 feuillets, le feuillet mural, le feuillet supérieur et le feuillet inférieur. À ce niveau-là, on se met en petit axe. Ici, vous avez l'artère pulmonaire à ce niveau-là, l'infundibulum pulmonaire, et vous voyez qu'il y a un canal artériel associé. Alors ça, c'est un message que je voudrais passer, c'est que quand vous êtes devant un CAV avec chez un trisomique 21, il faut systématiquement rechercher un canal artériel. On en trouve régulièrement, ils sont souvent présents. Et quand les pressions sont très élevées, les résistances parfois sont élevées, on peut ne pas avoir un flux habituel de canal artériel, comme on le voit ici, avec un shunt gauche-droite. Donc, parfois, le shunt est très, très faible, donc il est de faible intensité, et donc il faut vraiment les chercher au niveau de cette voie petit axe, et parfois en suprasternal. On essaie de prendre un gradient de pression sur le canal artériel. Vous voyez qu'encore une fois, comme la CIV, le gradient de pression est faible à travers le canal artériel, et ce qui témoigne des pressions qui sont élevées au niveau du ventricule droit et au niveau de l'artère pulmonaire. Donc, on se rabat sur la cave cavité, comme a dit Xavier tout à l'heure. On a un seul anneau auriculoventriculaire et on a les feuillets valvulaires du côté droit et du côté de gauche qui sont pratiquement alignés sur le même niveau. Et vous voyez ici une très large CIV avec un shunt gauche-droite et une petite CIA ostium primum à ce niveau-là, qui est aussi avec un shunt gauche-droit. Et là, on peut, comme a dit Xavier tout à l'heure, on peut essayer d'analyser l'équilibre entre le ventricule gauche et le ventricule droit. Et vous voyez ici, on peut le dire, je pense, en toute tranquillité, que c'est un CAV qui est complet, qui est bien balancé et bien équilibré. Là, c'est pour vous montrer un petit peu. Donc, on est devant un enfant de 3 ans. On va se poser déjà des questions. Est-ce qu'il est encore opérable? Est-ce qu'il l'est pas? Et comme a dit Xavier tout à l'heure, au-delà d'un an, il faut se poser ces questions-là. C'est important et on peut être en mesure, en droit, de demander un cathétérisme, sauf si on est vraiment sûr que les résistances pulmonaires sont basses. Ici, on est sûr que les pressions sont élevées. Le retour veineux pulmonaire à ce niveau-là, il est tout à fait véloce, donc on peut se dire que peut-être il y a encore de l'hyperdébit, donc que ça chante encore gauche-droite de façon importante, que les résistances ne sont pas très élevées, mais il faut s'assurer encore plus. Donc là, j'ai pas pris la coupe sous-costale, pas pourquoi, mais c'est un CAV complet avec une seule valve AV qui n'est pas fuyante, un feuillet mural qui est bien développé, on l'a vu en petit axe avec 2 piliers qui sont bien écartés, une CIA ostium primum qui est de petite taille, une CIV postérieure qui est très large, un canal artériel avec un shunt de faible vitesse, de l'hypertension pulmonaire, une hypertension, un tronc de la paix qui est dilaté, des résistances vasculaires, un retour veineux pulmonaire qui est véloce, et les 2 ventricules qui sont équilibrés. Donc, je pense, comme a dit Xavier tout à l'heure, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut mettre dans le compte rendu d'écho et qu'il ne faut pas oublier, c'est important. Alors, les questions qu'on peut se poser ici, est-ce qu'on peut l'opérer? Est-ce qu'il faut passer par un cathétérisme cardiaque? Bon, la discussion est ouverte. Je ne sais pas si tu as des questions dans le chat avant de passer à un autre cas. Qu'est-ce que tu en penses, Xavier? Moi, je pense que on est à 3 ans. On a un début de raréfaction de la vascularisation pulmonaire périphérique à la radio. Je pense que ça serait pas une mauvaise idée de passer par un cathétérisme avant d'opérer cet enfant. Sinon, le risque opératoire et surtout post-opératoire, il est élevé. Cet enfant peut faire des crises d'hypertension pulmonaire et donc qui peuvent grever le pronostic chez cet enfant. Qu'est-ce que tu en penses, Xavier? Allô? Est-ce que vous m'entendez?
Drissi, Je t'entends, ça est parfait. On t'entend très bien. Xavier, tu es là? Excuse-moi, j'avais le micro qui était coupé. Pardon. Bah, je pense effectivement que, en général, la présentation clinique et l'échographie ou même la radio pulmonaire nous donne beaucoup d'informations. Pardon. J'ai l'intelligence artificielle qui parle à ma place. Si on a vraiment des arguments pour une hypertension sévère, on doit se poser des questions. Si le patient a vraiment 100% de saturation, un très gros cœur, des signes d'hypervascularisation à la radio, je pense que on peut raisonnablement parfois l'opérer sans cathétérisme. Mais si on a vraiment un doute raisonnable sur, notamment sur l'absence de gradient sur le canal et sur une inversion de la courbure septale, voire une saturation qui n'est pas parfaitement de 100%, c'est clair que le risque peut être majeur, donc il faut le cathétériser. Oui. Docteur Drissi, Oui. là, on te le présente. Bon, juste des questions naïves comme ça, parce qu'on a des gens qui ne sont pas très, très initiés aux cardiopathies congénitales. Donc, on décide de l'opérer. Comment ça se passe? Tu commences par fermer le canal artériel dans un premier temps. Comment ça se passe? Ça aide. Alors, je pense déjà sur le compte rendu de cartographie, tu as bien précisé que le chef de gauche droit, tu as bien dit que la saturation était à 100%. Il y a de la STAP. Certes, tu as objectivé le septum rectiligne, il est décidé de la STAP, mais ça reste quand même un patient opérable. Donc, je pense qu'il faut l'opérer. Bien sûr, on ferme le canal artériel avant de partir en circulation extracorporelle. Et il faut l'opérer, bien sûr. La réparation technique, ça c'est classique. Maintenant, ce qui compte sur ce malade, ça c'est le post-opératoire. Il faut être préparé à gérer l'hypertension artérielle pulmonaire. Notamment, il faut avoir le monoxyde d'azote, le sildenafil. Il faut éviter toutes les causes, toutes les triggers, les causes déclenchantes de l'HTAP en post-opératoire. Et ça, nos amis intensivistes spécialisés prennent cette problématique en charge correctement. Mais je pense qu'il est opérable. Bien sûr, si on fait un cathé, ce n'est pas méchant, mais je ne pense pas qu'il faut absolument passer par le cathé. Xavier, est-ce que ça t'arrive parfois de mettre les patients sous inhibiteurs de la PDE5 avant de les opérer? Oui, ça nous arrive. Alors dans les CAV, pas beaucoup. Parce que bon, nous, on n'a pas beaucoup de problématiques de diagnostic tardif, tant mieux. Oui. C'est une stratégie qu'on peut mettre en place, mais qui est imparfaite, qui a montré ses limites. Donc, dans les cas borderline, on peut essayer si vraiment tout le monde est très réticent à opérer l'enfant en première intention. Oui. Donc, c'est une stratégie qui peut être proposée, mais encore une fois, qui a ses limites, quoi. Ok, merci beaucoup. Donc, si vous voulez bien, on va passer au deuxième cas. 6 mois, trisomique 21 encore une fois, asymptomatique à 6 mois. Donc, encore une fois, dès qu'on se met en long axe, on a cet aspect de la valve mitrale, bon, qui n'est pas très, très normal. Et on a aussi cet aspect un petit peu allongé de la voie de chasse gauche habituelle des CAV. Là, on a 2 petits jets d'insuffisance mitrale, d'insuffisance mitrale de la composante gauche de la valve AV. Et quand on se met en petit axe, on a cet aspect un petit peu tréfolié de la composante gauche de cette valve auriculoventriculaire. Et là, on voit très très bien que le feuillet mural, ici, le feuillet mural, il est assez bien développé et que les piliers sont bien écartés. Donc là, cette valve qui est trifoliée, on passe un petit peu là, on est à cheval, de temps en temps en petit axe, et on passe aussi en
un petit peu orienté vers la cavité droite. On va passer vers une autre coupe qui est un peu plus explicite. Et là, vous voyez qu'on est devant une petite shunt à travers une CIA ostium primum. Il y a une fuite de G, une fuite mitrale qui est, on a dit, trifoliée. On ne voit pas de shunt à l'étage ventriculaire. Il n'y a pas de fuite au niveau de la valve AV droite. La CIA ostium primum est de petite taille. Vous pouvez voir au passage qu'il n'y a pas une grosse dilatation des cavités droites. C'est un petit peu le cas qu'a présenté Xavier tout à l'heure. Et on a un foramen ovale perméable, associé à cette CIA ostium primum. Voilà, encore une fois, il n'y a pas vraiment de dilatation des cavités droites, comme on le voit ici. Et donc, en résumé, 6 mois, trisomie greffien asymptomatique, CAV partiel, avec une CIA ostium primum de petite taille, un foramen ovale perméable de petite taille, et une fente mitrale antérieure avec 2 petits jets d'insuffisance mitrale. Il n'y a pas d'hypertension pulmonaire et une bonne fonction du ventriculaire. Alors, j'ai présenté un petit peu ce cas pour, je ne sais pas si je me suis posé des questions. Non, voilà. Alors, est-ce que d'abord il faut opérer ou pas? Quand est-ce qu'il faut opérer? Alors, mon avis, avant de donner la parole à nos 2 experts, c'est que, bon, pour l'instant, on est à 6 mois. Il n'y a pas vraiment de retentissement sur les cavités droites. Il n'y a pas vraiment d'hypertension pulmonaire. La CIA, les 2 CIA sont de petite taille. Je pense qu'on peut tout à fait temporiser, ne pas opérer pour l'instant, surveiller ce patient éventuellement tous les ans. Et alors la question qui se pose, c'est que vous êtes d'accord avec moi qu'une CIA ostium primum, elle ne va pas se fermer toute seule, c'est pas comme les CIA ostium secondaire. On peut espérer que son foramen, bien sûr, va se fermer, mais tôt ou tard, cet enfant, il sera peut-être amené à être opéré dans l'avenir. Qu'est-ce que tu en penses, Xavier? Oui, bah, je suis d'accord avec toi, hein. C'est-à-dire que là, on a vraiment un shunt de 3 millimètres. Il n'y a pas de surcharge de volume, il ne va pas y avoir dilatation de la valve gauche. Les fuites sur la valve auriculo-ventriculaire gauche vont pas forcément évoluer avec le temps. Moi, je serai très rassurant avec la famille et je le laisserai tranquille. Voilà. Docteur Dressé, tu as une remarque à faire sur ce cas précis? Je suis tout à fait d'accord. Le patient qui est asymptomatique, il y a 2 petits shunts c'est un patient surveillé. Si le shunt ne se ferme pas au bout à ce moment-là, on peut lui proposer une fermeture mini-invasive par une mini-thoracotomie, mais pour le moment, je pense qu'il faut surveiller. Absolument. Merci beaucoup. Alors, on va passer à une autre observation. 3 ans, encore une fois asymptomatique. Et là, pardon. Alors, voilà, vous voyez ici un shunt qui est assez important à travers une CIA ostium primum assez large qui dilate les cavités droites au passage. C'est pas comme tout à l'heure. Voilà, une CIA qui fait 12 millimètres. Et on arrive à avoir une insuffisance tricuspidienne qui permet d'évaluer les pressions dans le ventricule droit à 26 plus 5, ça fait 31 millimètres de mercure. Donc des pressions qui sont tout à fait dans les limites normales. Une dilatation des cavités droites. Et encore une fois, cette valve, cette valve mitrale qui est anormale et qui est, à mon avis, le siège d'un double orifice mitral. On va essayer de passer, voilà, et vous voyez qu'il y a 2 orifices au niveau de cette valve mitrale. Voilà, il faut essayer de
de scanner suffisamment, de prendre le temps d'analyser cette valve mitrale. Je pense que tu es d'accord avec moi, Xavier, que l'analyse de la valve mitrale est extrêmement importante et elle conditionne le post-op aussi de façon très, très importante, que ce soit dans le sens de la sténose ou que ce soit dans le sens des fuites résiduelles mitrales. C'est quelque chose qui est très, très important. Ça nous est arrivé d'avoir des fuites résiduelles ou des sténoses. Le patient, il est réopéré une deuxième fois et puis même une troisième fois jusqu'à aboutir à une valve mécanique. Ouais, mais j'insiste. Je pense que si tu l'appelles valve mitrale, tu vas induire dans ton esprit le fait que tu recherches un feuillet antérieur et postérieur, alors que la valve auriculo-ventriculaire gauche du CAV, elle a vraiment une forme et une anatomie et une embryologie, si tu veux, qui est différente. Et donc, je suis tout à fait d'accord. C'est assez fréquent les doubles orifices dans les VAV gauche de CAV. J'attire juste l'attention de nos auditeurs sur le fait que si on l'appelle valve mitrale, on va avoir du mal à comprendre en fait ce que font les chirurgiens, comment on répare les CAV. Donc je sais bien que c'est un abus de langage qu'on utilise très, très souvent, mais ça se répare pas comme une valve mitrale parce que ça n'est pas une, quoi. Absolument. Alors, j'essaie de prendre un gradient de pression sur cette valve mitrale, un gradient moyen qui est à 2,8 mm de mercure, donc qui n'est pas très, très significatif. L'enfant est asymptomatique, il y a une dilatation des cavités droites. Alors, en résumé, 3 ans, asymptomatique, pardon. En résumé, 3 ans, asymptomatique, CAV partiel, avec une CIA ostion primum qui est large de 12 mm, un double orifice mitral sans rétrécissement mitral ni insuffisance mitrale significative, des cavités droites qui sont dilatées avec une bonne fonction du VD et il n'y a pas d'hypertension artérielle pulmonaire. On a évalué les pressions systoliques à 31 mm de mercure. Alors, voilà, ce que je propose à 3 ans ici chez cet enfant, c'est une fermeture de la CIA et pour le double orifice mitral à surveiller. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Écoute, Saïd, moi, pour un petit commentaire sur le double orifice mitral, c'est une malformation qu'on découvre parfois de manière, disons, surprenante au bloc opératoire. Comme tu l'as bien dit, s'ils ne sont pas fuyants, s'ils ne sont pas sténosantes. Alors, nous avons une technique opératoire, on peut mesurer un peu la taille de ces orifices-là. Et parfois, si l'un des orifices il est trop fuyant, et que l'autre orifice fait l'affaire et qu'il représente 70%, 80% de ce qu'on souhaite avoir de la taille d'orifice normale, on peut même sacrifier l'un des deux. Là, ça ne fuit pas, il n'y a pas de gradient, il faut laisser tranquille. Pour la CIA, je suis tout à fait d'accord, il faut la fermer. Là, encore une fois, 3 ans, c'est un enfant qui peut bénéficier d'une chirurgie mini-invasive tranquillement, sans cicatrice, sans sténotome. Xavier, tu veux rajouter quelque chose sur ce cas? Non, je suis d'accord. Les orifices mitraux, c'est toujours assez difficile. Les doubles orifices, c'est toujours assez difficile à gérer dans les CAV. Donc, il n'y a pas de règle. La règle étant que si c'est un orifice mineur et qui fuit, on peut le fermer. Je suis tout à fait d'accord. Mais il n'y a pas de. Pour en discuter beaucoup avec mes chirurgiens, Oui, surtout quand il n'est pas si petit que ça et qu'on a l'impression que si on le ferme, on va laisser une sténose. C'est difficile parce que techniquement, en fonction du tissu qu'on a, c'est pas toujours évident d'avoir un bon résultat, sauf à le fermer complètement, mais à ce moment-là, il faut qu'il soit vraiment très, très, très accessoire. merci beaucoup. S'il y a des questions sur le chat, Drissi, tu peux les soulever. Là, je n'ai pas de questions, Saïd. D'accord, pas de souci. Donc, on passe à une petite fille de 2 ans que j'avais vue à la naissance avec une saturation qui est tout à fait correcte. J'ai demandé à revoir tous les 6 mois. Elle est actuellement asymptomatique et elle sature toujours correctement avec un axe qui est droit et de l'hypertrophie ventriculaire droite. Alors, ce qu'on voit ici, on est frappé essentiellement par une aorte qui est un petit peu à cheval sur le septum interventriculaire. Donc, avec ces déviations du septum conal
vers l'antérieur et qui va très probablement obstruer la voie de chasse droite. Donc voilà, donc cette aorte à cheval sur le septum interventriculaire et pour l'instant, le shunt à travers la CIV, il est tout à fait gauche-droit. Donc c'est un enfant qui sature correctement pour l'instant. Donc on voit ici qu'il y a peut-être de l'hypertrophie au niveau de ce ventricule droit qui est hypertrophié, qui n'est pas très dilaté. Ici, par contre, on voit qu'il est un peu dilaté quand même, qu'il y a de l'hypertrophie ventriculaire droite. Il y a un aspect de CAV complet, vous convenez avec moi. Donc, il y a une CIV qui est assez large. Il y a une CIA ostium primum. Il y a peut-être aussi une CIA ostium secundum associée. Voilà, CIA de petite taille ostium primum, CIV large avec cette partie à cheval, pardon. Et ici, on revoit cet aspect de septum conal qui est dévié de façon au niveau antérieur et qui va obstruer cette voie de chasse droite. Donc, on voit ici la valve pulmonaire, ici l'infundibulum pulmonaire. Et voilà, quand on met la couleur, on voit que la lyasine qui commence au niveau infundibulaire et avec un gradient de pression sur la voie de chasse droite qui est à 52 mm de mercure de gradient max. Alors ça, c'est la mesure de l'anneau pulmonaire qui fait 5 mm. C'est des mesures qu'il faut prendre systématiquement. Oups, là, pardon. Là, c'est une coupe de cette valve auriculoventriculaire avec des attaches au niveau de la crête septale. Donc, on va dire que c'est un type A de Rastelli avec ses 5 leaflets. Donc, de la valve AV unique. Une CIA ostium secundum associée de très petite taille, un foramen ovale perméable. Donc, en résumé, on est devant un enfant de 2 ans, asymptomatique, qui sature correctement, avec un CAV complet, plus phallo, une valve AV unique qui est très peu fiante, une CIV large, une CIA ostium primum de 5 mm, une CIA ostium secundum associée de 6 mm, et une sténose pulmonaire qui est moyennement serrée. Donc, ce qui explique peut-être que pourquoi cet enfant n'est pas encore cyanosé. Donc, la question qu'on peut se poser, on est à 2 ans, asymptomatique, est-ce qu'il faut opérer ce cas ou est-ce qu'on peut temporiser jusqu'à ce qu'il devienne un peu plus cyanosé? Ça, c'est la question que je me pose. Alors, personnellement, je le propose pour chirurgie, il a 2 ans. On est au-delà des 12 mois pour opérer les phallos. C'est vrai que on va poser la question à notre ami chirurgien, certainement c'est une chirurgie qui est un peu plus complexe qu'un simple phallo ou qu'un simple CAV complet. Mais je propose pour chirurgie à cet âge-là, c'est tout à fait possible. Qu'est-ce que tu en penses, Xavier, toi déjà sur la forme de ce cas clinique et sur l'indication opératoire? Bah écoute, ouais, c'est tout à fait. Bah moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est un très bon timing pour la chirurgie. Là, il va avoir 24 mois. Ça veut dire qu'on est dans des. On n'opère pas, en fait. Les CAV, vous avez compris qu'on les opère tôt parce qu'on veut les protéger d'une hypertension pulmonaire et que souvent, le pronostic, il est effectivement à l'appareil sous-valvulaire. Quand tu as des extensions avec des CV beaucoup plus larges, puisqu'il y a une CV de l'outlet et de l'inlet, on les opère jamais en général avant l'âge de 1 an. Donc là, il a 2 ans, je pense qu'il est parfait pour la chirurgie. Dressé, est-ce que pour toi, le CAV phallo, est-ce que c'est des cas qui sont difficiles ou est-ce que c'est de la chirurgie combinée, on va dire, entre chirurgie du CAV et du phallo? Saïd, alors, c'est pas du tout une chirurgie facile, ça, il faut le dire. Tant plus là qu'on est un phallo avec un anneau quand même, tu l'as dit, à 5 mm, donc on n'est même pas un phallo qui est régulier, donc il faut là travailler également sur l'anneau pulmonaire, sur la tête pulmonaire, et donc, écoute, c'est un groupe de patients, un sous-groupe de patients
qui sont difficiles, disons, à traiter et dont les résultats ne sont pas, disons, tout le temps satisfaisants. Donc, déjà, l'association CAV-FALO, c'est une association difficile. La CAV-FALO, avec une hypoplasie de l'artère pulmonaire, c'est encore un peu difficile, mais c'est des malades opérables, bien sûr, tout en expliquant les risques opératoires à la famille en les opérant dans des conditions opportunes. Merci beaucoup. On va passer, si vous le voulez bien, au dernier cas, parce qu'on est déjà à 90 minutes de notre webinaire. Alors, 1 mois, trisomique 21 encore, 3,6 kg, il sature à 90%. Il a un ECG de rien de particulier. Et encore une fois, donc on est devant un CAV complet avec une valve auriculoventriculaire qui fuit, on va dire, légèrement du côté gauche et très très peu du côté droit. Un CAV ici qui a l'air d'être bien balancé, une CIV large, une CIA qui est très très large, ostion primant, presque une oreillette unique. Et vous voyez ici que le CAV, il est peut-être bien équilibré, mais vous voyez qu'il y a un mal-alignement entre le septum interventriculaire et le septum interauriculaire. Et donc, qui fait, comme a dit Xavier tout à l'heure, que l'oreillette droite, elle va se vider aussi bien au niveau du ventricule droit qu'au niveau du ventricule gauche. Et c'est ce qui peut-être va expliquer cette désaturation à 90% chez cet enfant d'1 mois. Donc, une CIV qui est large, une CIA qui est très large. On check un petit peu les valves auriculoventriculaires en cas de cavité et vous voyez que il y a une fuite, on va dire légère, du côté gauche de la valve AV et regardez ce retour veineux pulmonaire qui est très véloce, qui témoigne d'une hyperdébit pulmonaire important. Alors, on se rabat sur le petit axe et vous voyez qu'on est devant 2 piliers, donc l'existence de 2 piliers, une valve AV, comme on voit comme l'a très bien expliqué Xavier tout à l'heure, donc qui est typique d'un CAV. Et regardez, donc encore une fois, donc les 2 piliers avec un feuillet mural qui, à mon avis, est bien développé ici. Et on se met en petit axe, si vous voyez un petit peu cette valve qui est unique avec 5 leaflets, d'accord? Et donc je pense que là aussi, il y a une attache au niveau de la crête septale et donc on est devant un type A de Rastelli. Voilà, donc cette valve qui est trifoliée avec le côté, avec le leaflet supérieur, inférieur et le feuillet mural. Et là encore, regardez, on se met là je suis en suprasternal, un petit peu en dessous du sternum, et vous voyez donc l'artère pulmonaire ici. On voit au passage l'aorte qui descend comme ça c'est l'artère pulmonaire. Vous voyez qu'il y a un petit canal artériel. Il faut toujours systématiquement le rechercher. Ça, c'est important pour le post-op, mais essentiellement en péropératoire pour le chirurgien. Il faut l'orienter pour qu'il le ferme avant de se lancer dans une CEC. Donc, encore une fois, je me mets en petit axe et on voit qu'il y a un petit canal artériel qui chante gauche-droite, encore une fois. Alors, en résumé, CAV complet avec une seule valve auriculoventriculaire qui est peu fuyante du côté gauche, une CIV large, une CIA ostion primum de 15 mm très large, présence de 2 piliers avec un feuillet mural bien développé, un mal-alignement du septum interauriculaire et du septum interventriculaire. Donc, le septum interauriculaire est dévié du côté gauche, parce que parfois, il peut être dévié du côté droit. Les 2 ventricules sont bien équilibrés, il y a un petit canal artériel associé, et il y a de l'hypertension artérielle pulmonaire. Alors, on est devant un enfant de 1 mois,
je pense, et qui a une saturation à 90%. Alors, la question qui se pose, est-ce qu'il faut l'opérer maintenant ou est-ce qu'il faut attendre après? Est-ce qu'il faut passer par d'autres explorations? Alors moi, personnellement, avant de vous passer un petit peu la parole, c'est que je pense qu'on peut attendre l'âge de 3 mois, et puis essayer de fermer son canal artériel et faire la cure du CAV. Cher Xavier, qu'est-ce que tu en penses à propos de ce cas? 3 mois, c'est jeune, hein. C'est jeune? Ça dépend du poids qu'il fait, mais opérer des CAV à moins de 5 kilos, techniquement, c'est pas donné à tout le monde, hein. Oui, Donc le souci parfois, c'est qu'on n'arrive pas à avoir les 5 kilos. Ils font bah, des il faut bronchites, ils s'ils ils ont peuvent des CAV très larges, on peut aussi les cercler et fermer le canal et les opérer à 9 mois, hein. C'est plus prudent parce que opérer des CAV de petits poids, techniquement, c'est très, très difficile. Il y a des risques de BAV, il y a des risques de défaut de plastie de la VAV gauche. Donc le cerclage, ça peut être une chirurgie d'attente qui est tout à fait recevable, hein. Surtout s'il va mal sur le plan clinique. oui, oui, Après, s'il va bien sur le plan clinique, on peut aussi attendre, qu'il fasse 6 kilos et 6 mois et il sera opéré. Ça dépend comment il est cliniquement et son poids et sa prise de poids. Il faut enrichir l'alimentation, le diurétiquer, le charger en fer, la stratégie chirurgicale, elle vient en deuxième intention, mais en tout cas, à cet âge-là, nous, on ferait un cerclage. absolument. Dressé, qu'est-ce que tu en penses? Saïd, alors, je suis tout à fait d'accord. Moi, je pense qu'opérer les enfants avant d'atteindre un poids optimal, notamment là, au-delà de 6 kilos, c'est quand même très risqué. Le cerclage qu'on réalise actuellement dans notre pratique est un cerclage qui est fait par une mini-sténotomie qui ne dépasse pas 2 cm, 2,5 cm. Quand on reprend les malades par la suite pour la cure définitive, c'est pratiquement un thorax ou un médiastat qui n'a pas été très touché. Donc, je pense que cet enfant-là, raisonnablement, un cerclage, fermeture du canal artériel, et là encore, on peut faire tout ça par une petite voie, d'abord une mini-sténotomie, et attendre que l'enfant reprenne un peu de poids. Et le cerclage aide énormément. Moi, j'écoute ma pratique dans un centre hospitalier public, on fait pas mal de cerclage, et on voit le résultat du cerclage sur la prise du poids, et donc, c'est pas un geste qu'il faut dénigrer. Et Xavier, tu mettras combien de temps entre le cerclage et la cure? 6 mois? 6 mois? D'accord. Le temps qu'il reprenne un petit peu ses forces, qu'il prenne du poids, que oui, on est tout à fait d'accord. Est-ce qu'il y a des questions sur le chat, Drissi? Non, malheureusement, pas de. Non. Visiblement, vous étiez très, très clair, aussi bien le cours, de Xavier que tes commentaires, Drissi. Écoutez, je tiens infiniment à vous remercier pour la qualité de vos présentations. Merci beaucoup, Xavier. C'était super, super intéressant. Ton topo, comme d'habitude. On te remercie infiniment pour tout ce que tu fais pour les cardiologues marocains, mais il y a pas que les cardiologues marocains. Donc, il y a beaucoup d'étrangers qui sont connectés avec nous. Merci infiniment. Merci beaucoup, Cédricé, pour tes commentaires et tes réponses très, très judicieuses. Merci à toute l'assistance qui était nombreuse à se connecter aujourd'hui sur les CAV. Je vous donne rendez-vous avec un nouveau cours de l'AMP2C dans un mois. Merci beaucoup et à très bientôt. Au Merci, revoir. bonne soirée. Merci, bonsoir.